On va peut-être commencer tranquillement. Merci de revenir, malgré les choses peut-être un peu bousculantes qu'on a essayé de soulever ensemble hier. Vous me dites si vous m'entendez bien ou pas bien. Et aujourd'hui, donc, nous allons aborder toute la problématique, la beauté, la grandeur de l'éducation, le fait donc d'avoir donné la vie, en fait, nous sommes appelés à transmettre. Éduquer, ça va être transmettre. Et donc, on va parler un petit peu de cette transmission, parler, qu'est-ce que l'éducation véritablement, qu'est-ce qu'on attend, quel est le but dans l'éducation. Évidemment, d'abord, de termes un petit peu généraux, et puis ensuite, on va essayer de prendre des exemples extrêmement précis, parce que souvent, quand on est dans le général, on est quand même assez d'accord, et puis c'est dans le concret que, là, ça chope, quoi. Donc, on va essayer de prendre un temps quand même pour observer des moments concrets de nos vies, et voir comment ce que ce but qu'on s'est fixé de l'éducation peut véritablement prendre corps. Donc, éduquer, c'est conduire hors d'eux. Donc, conduire pour que naisse, évidemment, pour que se mette en forme ce qui est encore informe. Pour naître à soi-même. Comme si, en fait, la naissance physique n'était que la première des naissances. Celle qui met la vie dans le monde, dans le temps. Il reste encore à naître à la vie de Dieu, à naître à l'éternité. Alors, par mon corps de femme, j'ai donné la vie grâce au corps de l'homme. Et cette nouvelle vie s'est développée en moi, presque à mon insu. Magnifique principe d'autonomie que celui qui régit la vie physique. Puis, c'est l'arrivée au monde de mon enfant. Je ne l'ai pas décidé non plus. La vie est là. Elle s'impose avec force et fragilité. Et me voilà donc face à ce petit être qui dépend entièrement de moi, de nous, de notre capacité à l'éduquer, mais surtout de notre volonté à l'aimer pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il m'apporte. Et j'en suis sa maman, j'en suis son papa. Se pose à moi alors la question, qui suis-je aujourd'hui ? Que suis-je devenu par la naissance de mon enfant ? Que dois-je devenir pour mon enfant ? Je lui ai transmis la vie. Qu'ai-je encore à lui transmettre ? Et si en fait, ce que je lui ai transmis n'était que l'héritage le plus simple à transmettre, celui du corps. Je perçois intuitivement que mon enfant n'est pas qu'un corps. Je ne peux donc en rester là. Ne lui apporter que ce dont le corps a besoin, nourriture, bien-être, même si cette dimension-là n'est pas à négliger. Mon enfant a aussi une dimension psychique, intellectuelle et une dimension spirituelle. Qu'ai-je alors à lui transmettre pour développer en cet enfant toutes ces dimensions ? Et en fait, pourquoi les lui transmettre ? La liberté, principe de base des droits de l'homme, ne m'interdit-elle pas cette transmission qui, en fait, dans une certaine mesure, conditionnerait mon enfant ? Oui, mais si je ne transmets pas, ne sera-t-il pas de toute façon conditionné par le monde et son hédonisme, l'hédonisme ambiant, conditionné par l'indifférence de ce monde à la transcendance qui régit nos vies, mais le fait avec amour et tant de discrétion, me laissant libre de le reconnaître ou pas. Alors que transmettre ? Et comment transmettre ? C'est la grande question qui devrait animer le cœur de celui qui devient, par la naissance de son enfant, parent. Que transmettre ? L'amour, donc Dieu, avant tout et plus que tout. Vaste programme qui demande d'être à genoux, dans cette disposition du cœur à répondre à sa volonté et à se laisser enseigner, façonner, pour transmettre. Et nous sommes bien de nouveau dans cette relation à trois dont nous avons parlé hier. Comment transmettre ?
en acceptant le poids de l'autorité qui me vient de Dieu, pour être auprès de mon enfant celui qui décide fermement, guide sûrement, éclaire lumineusement, aime inconditionnellement. Alors mon enfant pourra naître à lui-même et devenir ce qu'il est de toute éternité. Donc nous avons vu que devenir parent, tout compte fait, c'est assez facile. Mais devant ce petit être que nous tenons dans les bras, nous réalisons brusquement que nous sommes face à une inconnue qui dépend, comme je l'ai dit, entièrement de nous. Tout devient plus compliqué que prévu. Oui, il dépend de nous, mais réagit différemment de nous. Nous surprend par ses attentes et ses exigences, et parfois semble même devenir tyrannique. Sans parler de l'adolescence qui nous pend au nez et dont on entend toujours parler dans des termes enthousiasmants. C'est que devenir parent, oui, c'est facile, mais éducateur, c'est autre chose. Et cela demande réflexion, attention, amour et une bonne dose de courage. Alors réfléchir d'abord. Réfléchir au but que nous poursuivons. Élever un enfant, des enfants, cela se limite-t-il, comme nous le disions à l'instant, à leur procurer nourriture, santé, bien-être? Ou sommes-nous appelés à faire grandir des hommes et des femmes, c'est-à-dire à éduquer et pas simplement élever? Réfléchir aux moyens d'atteindre ce but. Donc le but, on pourrait l'appeler une éducation réussie. Et donc c'est faire passer ce petit enfant qui est totalement dépendant à une véritable autonomie et non pas à une indépendance. On verra la différence entre indépendance et autonomie. Mais une véritable autonomie qui consiste à exercer son libre arbitre en l'orientant vers le bien et d'être capable d'appliquer les décisions prises grâce à une volonté entraînée. Alors ça, c'est le principe, on est tous d'accord, qu'il soit capable de prendre des décisions plus grandes, de s'y tenir, et tant qu'à faire, qu'elles soient bonnes. Et on verra que tout ça, de fait, fera qu'il sera heureux. Et le but, quand même, que nous avons pour nos enfants, c'est qu'ils deviennent heureux. Nous découvrons donc que l'enfant est doué de libre arbitre, c'est-à-dire qu'il peut dire non. Ce qui va nécessiter de la part des parents de savoir gérer ce non. Donc réfléchir au bien fondé ou non de la frustration, à l'importance de la détermination du parent et de la place de la diplomatie, c'est-à-dire la diplomatie permet de ne pas imposer de force, mais de faire adhérer à un projet pour que l'enfant puisse obéir par amour. Waouh! Vous y croyez, vous? Non, je vous promets, On se dit, obéir par amour, il y en a plein. Est-ce que c'est encore vraiment possible? Nous découvrons que cet enfant devenu grand aura besoin donc de volonté pour pouvoir faire un choix et s'y tenir. Mais cela, c'est comme un muscle qui, s'il n'a pas été entraîné, stimulé, s'atrophie. Donc on a réfléchi au but. Maintenant, on va réfléchir aux moyens. Pour trouver les moyens adéquats, il nous faut d'abord réaliser que l'éducation de nos enfants se fait sur des années. Et que tout ce que l'on fait aujourd'hui a des conséquences, des fruits, à long terme, et qu'il est donc nécessaire de bien avoir en tête le long terme pour pouvoir trouver les moyens à court terme, et qui vont justifier le court terme. En effet, on va observer que les conséquences à long terme d'un acte aujourd'hui sont rarement les mêmes que les conséquences à court terme. Je prends un exemple tout simple. On va entraîner un petit peu notre enfant à la volonté. Le goûter, on a dit, 3 chocos. Il réclame un 4e choco. Je donne pas le 4e choco. Là, j'ai la colère à tous les coups.
Donc on se dit, après tout, on s'en fout d'un choco, quoi. Je veux dire, on va pas s'essuyer une colère pour un choco. Donc on donne le 4e choco. Et ainsi de suite. Alors à court terme, super, on n'a pas de colère, on est dans l'harmonie, tout va bien. À long terme, éducation à la volonté qui n'a pas été faite. Et là, on peut se plaindre parce qu'on a des enfants qui n'ont pas de volonté. Vous voyez qu'on va voir dans beaucoup de domaines que très souvent on a tendance à se dire après tout, à quoi ça sert? Si on n'a pas une vision à long terme, le long terme, il n'est fait que du court terme. Un court terme, une accumulation de court terme. En même temps, rien n'est jamais définitif. Et là encore, c'est hyper encourageant. La fois dernière, hier, on se disait que ce chemin du cœur à cœur, pour ne pas être un côte à côte, ce chemin du cœur à cœur était toujours à reprendre, à renouveler. Et c'est aussi assez encourageant. Rien n'est jamais perdu définitivement. Alors si l'enfant est très facile, ça c'est assez sympa. Mais attention, tout peut être gâché. Et s'il est difficile, ça c'est moins sympa. Mais tout peut s'améliorer sous le regard attentif des parents. L'éducation, elle prend du temps. Avant d'être un adulte accompli, il devra franchir une à une les étapes de l'enfance. Il progresse par paliers. Et parfois, il semble stationner. C'est son rythme. Mais l'important est qu'il vive son temps d'enfance. Qu'il ait le temps de s'enraciner. Qu'est-ce à dire? Attention, on est dans une société où on a beaucoup tendance à prendre notre enfant pour un confident. Il faut que nos enfants puissent vivre l'enfance. On reverra ce petit thème quand on va aborder l'éducation affective et sexuelle de nos enfants. C'est important d'enraciner, qu'ils aient le temps d'être enfants. Tout film, aussi bon soit-il, il peut être bon pour un adulte. C'est pas parce qu'il est bon pour l'adulte qu'il est bon pour l'enfant. On voit beaucoup, on entend beaucoup dire « c'est un bon film ». Pour quel âge? Il faut que nos enfants se construisent dans leur enfance, s'enracinent, sans être balayés trop vite. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'adolescents, on parle de préados. Je ne sais même pas à quel âge ça commence, en CM2. En CM2, ils sont déjà préados. Puis adolescents, et en fait, on parle d'une société adolescente, parce qu'on n'arrive plus à avoir des adultes construits. Vous voyez, le fait de ne pas avoir vécu d'enfance, fait qu'on est ballotté. Il y a un autre petit détail qu'on voit quotidiennement, qui est la mode. Aujourd'hui, il y a une mode très très poussée, même pour l'enfant. Et on verra qu'il y a beaucoup de pubs, la mode mère-fille. Vous voyez, on a cette tendance à une forme de complicité qui fait qu'il n'y a plus de hiérarchie d'âge. Alors les moyens que nous avons, c'est d'abord 2 parents. L'amour des parents est donc à la source de la vie de l'enfant. Physiquement, c'est bien parce que nous nous sommes unis dans nos corps, manifestation de ce sentiment amoureux, de cet amour, que nous avons pu donner la vie. Pour que cette source qu'est notre enfant puisse grandir, grossir, se vivifier, devenir ce qu'elle est, j'allais dire, se lancer dans la vie, ça va être comme la source qui va un jour être ce fleuve qui se jette à la mer. Il lui faut 2 berges. Et nous, parents, nous sommes ces berges, nous pouvons être ces berges, qui ne se confondent pas. Les parents ne sont pas donc des confidents, ni des copains. Et on voit aussi qu'il va y avoir donc un rôle spécifique du père et un rôle spécifique de la mère. Le père aura peut-être aura des contours plus raides, la mère sera peut-être plus en nuance, mais l'enfant a besoin de ces 2 berges, qui canalisent aussi cette source, c'est-à-dire qui lui montrent le chemin, afin de ne pas devenir marais. Quand il n'y a pas de berge, ça devient un marais. Les berges sont solides et connaissent le chemin. Ces berges bien solides sont indispensables pour pouvoir prendre appui. Parfois s'y cogner même. Dans l'adolescence, il va s'y cogner un peu. Et ainsi pouvoir partir.
véritable autonomie acquise. Les berges vont dans le même sens, c'est-à-dire que les parents ont un projet commun dont ils parlent ensemble, bien sûr. Et ils ne divergent pas d'avis devant l'enfant. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est important à redire, peut-être particulièrement pour les mamans, puisque l'homme a une capacité peut-être à affirmer, à avoir une autorité plus ferme. Aujourd'hui, on a fait des progrès en psychologie, la mère prend beaucoup d'importance, a beaucoup de place, discute beaucoup avec ses enfants et c'est bon. Et du coup, elle a peut-être un peu de mal à accepter cette autorité plus ferme, plus directive, parfois un petit peu plus bousculante du père. Et donc a tendance à tout le temps dire « Non mais attends, il faut que je t'explique, non mais attends, je... » Pas devant l'enfant. Lui, il a aussi besoin de cette fermeté qui vient du père. C'est très important. Et c'est là où on va, par nos paroles, montrer, désigner à l'enfant le père. La mère, il n'y a jamais besoin de la désigner, j'allais dire, l'enfant sort du corps de la mère. Donc si la mère ne désigne pas, par ses paroles, par ses actes, le père, il peut avoir du mal à prendre sa place. Un père dont on a particulièrement besoin, évidemment, au moment de l'adolescence, puisque c'est le moment où il aura besoin d'avoir cette énergie par rapport à la vie. Et un père qui a bien pris sa place, vous verrez que c'en est un peu désespérant pour la mère, parce que l'adolescent rentre à la maison et pose toujours cette question, à quelle heure il rentre papa J'en sais rien, rarement très tôt. Et vous voyez, on finit par dire, non mais moi je suis là quand même. Vous voyez, on sent que l'adolescent a besoin du père, et c'est bon ainsi, pas de fausse jalousie ou de... Vous voyez. Alors les berges savent le chemin. Il est important pour l'enfant de ressentir que les parents savent ce qui est bon pour lui. Comment est-ce qu'il peut ressentir ça? Eh bien, en arrêtant de lui poser la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Parce que si on lui pose tout le temps la question « Qu'est-ce que tu veux ?» on lui demande de faire des choix, et à l'âge de l'enfance, on n'est pas en capacité de choisir. Et en fait, ça devient très troublant. Et je vous dis, on en est tellement loin dans cette « Qu'est-ce que tu veux ?» qu'on en arrive à la théorie du gender, dont on a un peu évoqué. Vous voyez, elle revient dans différents paramètres. C'est anxiogène d'avoir tout à choisir. Qu'est-ce que tu veux? Vous faites un petit peu attention dans les supermarchés. Combien de fois on entend « Qu'est-ce que tu veux manger ?» Des petits filous, des yaourts sucrés. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu... Ouais. Et même pour les vêtements, c'est pareil. T'aimes? Tu veux? Tu préfères le mauve ou le rose? Non. De quoi a-t-il besoin? Ouais. On pourra évidemment aborder un petit peu tous ces détails par rapport à la frustration. Donc, notre premier moyen, c'est 2 parents. Deuxième moyen, la cellule familiale. Un couple qui donne la vie, cela fait 3, puis 4, puis 5. C'est donc une famille. Nécessité donc de fonder la famille. Et donc de prendre conscience, on l'a évoqué hier, que plus rien ne sera vraiment comme avant. Que je deviens responsable de cette tierce personne. Donc je ne peux plus avoir le même rythme, vivre comme avant. L'enfant a droit à sa vie d'enfant. Temps de sommeil à respecter, etc. Place de l'enfant. Si j'espère avoir un enfant qui se sente bien à la maison, encore faut-il qu'il ressente que ses parents sont bien entre eux. Oui. Récemment, j'avais des parents, je donnais la conférence sur l'éducation affective des adolescents, qui me posaient la question de cette problématique des adolescents qui sont beaucoup en bande. Et je répondais à ces parents, mais est-ce que nous, les parents, on n'a pas aussi beaucoup vécu en bande? En fait, on s'aperçoit que beaucoup de nos vacances, on les passe avec d'autres couples amis. C'est hyper sympa, bien sûr. Et en fait, rarement, on est dans cette cellule familiale stricte et qui est pourtant extrêmement nécessaire, voyez, à fonder, à réviser, à restructurer. L'enfant, il a besoin. Quand on est avec d'autres, c'est très sympa. Nous, on est avec nos bons amis. Les enfants vont être avec d'autres bons amis, c'est vrai, mais on n'est plus ensemble dans ce rapport de génération. Et vous sentez bien qu'on n'est plus totalement éducateur. Déjà, c'est sa belle-mère, on l'est moins, parce que évidemment, et c'est normal.
On contrôle plus tout, enfin, on est sous l'autorité de ceux qui nous reçoivent, et c'est normal. Et c'est la même chose quand on est entre amis. On ne peut plus être totalement éducateur. Et on se dit, bon, on laisse tomber, on fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de vagues, quoi. Oui. C'est important de repenser ses vacances par rapport à ça. On disait hier, quitte ton père et ta mère. Nécessité donc de passer, pour fonder cette famille, de passer au crible d'une réflexion consciente, le beau et le bien qu'on a reçu, que j'ai reçu, que nous avons reçu chacun de nos parents. Et puis aussi le moins bon et le douloureux, donc, dont aucune éducation n'a fait l'économie. Quitte ton père et ta mère est une invitation à faire ce point. C'est pas manquer d'honneur à ses parents. C'est prendre sa vie en main en observant. Quel père, quelle mère ai-je eu? Quelle est l'image que j'ai du père, de la mère? Quelle mère je veux devenir et que je suis capable de devenir? Troisième moyen, l'autorité. L'autorité vient du mot aogere, qui veut dire augmenter, faire grandir. Elle a une connotation extrêmement négative aujourd'hui, ce mot. Alors qu'en fait, c'est extrêmement positif. Augmenter, faire grandir. Elle ne consiste absolument pas à imposer méchamment, mais cependant, certainement. C'est ça ce qu'on appelle la détermination, qui se fait et peut se faire dans le calme, et ainsi, les parents sont des guides en qui l'enfant sait qu'il peut avoir confiance, car ces guides savent. Pour que cette autorité puisse être efficace, c'est-à-dire recevable par l'enfant, il faut que celle-ci soit cohérente, vraie et pleine d'amour. C'est donc la différence entre avoir le pouvoir que tout parent possède par le fait de devenir parent et qu'ils vont finir un jour par utiliser s'ils n'ont pas fait autorité. Voilà la différence entre donc avoir le pouvoir et faire autorité. Donc pour faire autorité, il faut d'abord être cohérent. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors pour que votre non soit non, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce qu'on ne tient plus. Donc on finit par dire oui. Donc il faut vraiment réfléchir au bien fondé du non que l'on va poser. Donc de façon à discerner ce que je vais exiger ou interdire, il est nécessaire d'avoir en tête de toujours faire passer la mission éducative avant la satisfaction de notre propre affectivité. C'est-à-dire se poser la question suivante. Est-ce que l'interdiction ou bien l'autorisation que je vais donner correspond à une réelle nécessité, à un réel bien pour l'enfant? Ou est-ce que ce n'est pas le fruit de mon inquiétude, de mon ras-le-bol? C'est bien souvent, de mon émotivité. Bien souvent, il y a mon inquiétude derrière qui me fait dire non. Est-ce moi qui désire ne pas être dérangé, qui désire être rassuré? Ou n'ai-je pas le courage de maîtriser ma peur, mon inquiétude? Est-ce que je ne recherche pas d'abord l'affection immédiate de mon enfant à mon égard? On a tellement peur de passer pour une méchante maman. Faire passer la mission éducative avant notre propre satisfaction demande en fait de s'éduquer soi-même afin de devenir éducateur. Éduquer notre tempérament, notre impatience, éduquer beaucoup notre angoisse, notre inquiétude. Faire confiance. Plus la parole du parent est déterminée, plus elle est positive à l'égard de l'enfant, plus elle verbalise les encouragements, plus elle cherchera à le faire grandir et plus l'enfant se sentira en confiance et sentira la confiance. Et être dans la confiance n'est pas être en contact permanent. Attention à l'utopie du portable. Donc après avoir un petit peu cerné toutes ces notions par rapport à l'éducation
au but que j'ai dans l'éducation. Donc je vous propose d'essayer de regarder des situations très concrètes et voir ainsi comment les parents, donc conscients de l'enjeu de l'éducation, vont agir en réalisant à nouveau que pour faire autorité, il faut être cohérent, et vous allez voir combien ça demande de courage, vrai, ça demande du courage, et rempli d'amour, et ça je crois qu'on en a tous. Alors pour découvrir le monde, l'enfant a besoin de ses sens, et surtout celui du toucher. Toucher lui est indispensable pour appréhender le monde. Il est donc indispensable de ne pas tout lui interdire. Et moins il va y avoir de non, plus on va pouvoir les tenir. L'enfant, pour aborder le monde extérieur, il a besoin de sauter, de courir, de taper les pieds dans les flaques d'eau, etc. De monter à l'échelle, qui est trop raide, au mur, qui est trop haut. Il a besoin d'avoir des pieds mouillés, des pantalons sales. Alors, vous savez, il suffit d'acheter des pantalons kawaii et on leur fout une paix royale. Je crois qu'on est dans un monde extrêmement sensible à l'hygiène et à une forme de sécurité. Et cette hygiène et cette forme de sécurité nous font poser des noms qui deviennent des carcans. Il veut grimper sur l'échelle, à cet arbre si haut. Je prends sur moi. Je maîtrise ma peur, mon inquiétude. Je le laisse faire pour qu'il apprenne à mesurer ce dont il est capable, à se jauger en vérité, sans lui offrir en permanence des béquilles, ce qui à terme est en fait beaucoup plus dangereux. Combien de mamans sont derrière les toboggans comme ça, ouais. Si on n'est pas derrière, ils se jaugent. Hein. Mais c'est vrai que ça demande une maîtrise dingue que de rester assis sur son banc du square. L'enfant et la nourriture. Alors là, vaste programme. Là encore, la cohérence dans l'éducation nécessite que l'on s'en tienne à une orientation. Après s'être posé plusieurs questions. Est-ce bon pour un enfant de manger à toute heure? De ne manger que des féculents et des sucreries? De ne manger que ce qu'on aime? Chacun, chaque couple, chaque famille répondra à ces questions. Et après, il faut s'y tenir. Alors toute mon attitude doit être le reflet de ce que je décide. Et c'est cela qui va sécuriser mon enfant. En effet, comme je le disais, il a besoin de sentir que papa et maman savent que les épinards, c'est bon pour la santé. Et à travers ces petites exigences concernant la nourriture, apprendre à manger de tout, à manger qu'aux heures des repas, terminer son assiette, la volonté de l'enfant va se fortifier. Il aura grandi par ces victoires obtenues. Bien sûr, tout cela se fera avec mesure. Je ne suis pas obligée de lui servir une énorme assiette d'épinards, ou de l'aliment peu apprécié, mais simplement un petit peu. Car le but recherché n'est pas de le faire grossir, on est dans une société où on mange largement assez, mais de le fortifier dans sa volonté. Donc je sers un peu, mais ce petit peu, il faudra le terminer, avant d'avoir la suite. Et si l'assiette n'est pas terminée, eh bien il n'y a pas de suite, mais vraiment. Et puis même, parfois, cette assiette revient au repas suivant. C'est ça, être cohérent. Parce que vous savez qu'un enfant, il se nourrit parfaitement du petit-déj et du goûter. Ça lui suffit largement. Et vous savez, très souvent, on a une inquiétude, et on a toujours des bonnes raisons en se disant « Non, mais le mien, il est maigre. Non, mais le mien, quand même, je vois qu'il se dépense beaucoup. Ça... » Et voilà. Et on se met toutes nos bonnes raisons qui font qu'on n'est pas cohérent. Alors nous avons dit aussi éducation vraie. Ne mentir sous aucun prétexte. En fait, c'est hyper dur. Hein. Alors, lorsqu'on a réalisé, parce qu'on peut réaliser que quand même on fait des bêtises, enfin qu'on n'a pas fait bien, qu'on a servi beaucoup trop dans l'assiette, on peut lui enlever la moitié, les 3/4. Mais on décide, nous, le parent. Ah non, mais attends, excuse-moi, je t'en ai mis beaucoup trop. Et on enlève. Et vous savez, rien que ça, l'enfant se ressent rejoint dans sa difficulté. Mais le petit peu qui reste, ça c'est l'effort qui est demandé, voyez.
Donc on peut reconnaître son erreur, mais objectivement, en vérité, on ne lui enlève pas subrepticement. Non, mais ça je crois qu'on le fait plus, mais on a vu, on pince le nez pour que ça... Non, on n'a rien obtenu là. Je n'enlève pas l'assiette pour me débarrasser du problème. L'enfant n'est jamais dupe, jamais. Même s'il ne peut pas encore le verbaliser. Par contre, il aura le sentiment d'une victoire à petit prix. Alors qu'en fait, un tout petit peu qu'il a fini par manger, c'est une grande victoire. L'important, redisons-le, c'est l'effort accompli. Et on n'oubliera pas, après l'effort accompli, de verbaliser et de lui faire saisir combien il a grandi et combien, au fond de lui, il est heureux. Grandir rend heureux. Vous voyez, par exemple, lors de l'apéritif là, des parents, on entend quand même beaucoup « Bon, ben là, c'est le dernier. » On l'entend toute la soirée. C'est étonnant, hein. Alors, quand on a des amis, et en règle générale, on a souvent des apéros quand on a des amis, on se dit « Non, mais quand même, bon, tant pis. Il m'énerve. Et pourquoi il vous énerve ?» Vous voyez ? Mais non, soyez cohérents. Alors, quand vous dites « c'est le dernier », c'est vraiment le dernier. Sinon, on ne dit pas. Voilà, et là, on reste vrai et cohérent. Et cette cohérence, vraiment, on s'aperçoit qu'elle n'est pas facile. Parce qu'à court terme, genre trépignement, colère, mais à long terme, volonté fortifiée, enfant rassuré. Je vous assure, enfant rassuré. Parce que les parents sont donc des berges bien fermes qui savent le chemin. À l'inverse, l'enfant à qui l'on sait tout ne fera peut-être pas de colère aujourd'hui, dans l'immédiat. Alors, pardon pour demain, puisqu'il n'aura pas appris à gérer la frustration quand il est petit. Vous savez bien que la vie, elle est faite de frustration. Donc si je ne lui apprends pas, c'est comme le saut en hauteur. Si on ne lui apprend pas, si on ne commence pas à 60 cm, c'est impossible de sauter le 1,20 m. Et donc il va finir par devenir prisonnier de ses désirs. Et va devenir tyrannique par rapport à ses désirs. N'oublions pas, ce n'est pas être de méchants parents, c'est faire grandir son enfant et le rendre libre, puisque plus tributaire de ses désirs, de sa tyrannie, etc. Pour être en sécurité, je le redis, en sécurité affective, l'enfant a besoin de sentir que ses parents savent ce qu'il y a de bon pour lui. Et donc c'est pas voilà, je t'accorde parce que j'en peux plus, tu m'as usé. Vous savez, l'enfant il use tant qu'on n'est pas sûr. Vous avez remarqué ça certainement. Tant que vous ne savez pas si vous allez lui dire oui ou non, qu'on est fluctuant, que ça se sent dans le ton de voix. Alors là, il revient à la charge indéfiniment. Si vous ne savez pas, mais ça peut arriver qu'on ne sache pas tout de suite, mais dites-lui, attends, laisse-moi réfléchir. J'ai besoin d'un peu de temps pour savoir si c'est bien ou si c'est pas génial pour toi. Mais dites-lui, ne soyez pas dans cette... Vous voyez ? Bien sûr qu'on ne sait pas tout de suite. Alors ça, c'est pour plutôt l'adolescence, évidemment. En fait, il faut vraiment se dire, mais qui éduque qui ? C'est sûr, quand on est dans les supermarchés ou dans les magasins de vêtements pour enfants, vraiment, on peut se poser la question, qui éduque qui ? L'enfant malade. Alors, le temps de la maladie est chez l'enfant certainement un temps très favorable pour le faire grandir. De plus en plus, parce que comme souvent les mamans travaillent, là, de temps en temps, il faut quand même s'arrêter et on est coincé à la maison. Pour le faire grandir donc dans la confiance. C'est un temps où on peut développer de nombreuses qualités. Vous voyez, je trouve que c'est très dommage qu'on n'ait plus les thermomètres où on a trouvé des thermomètres où on ne met plus dans le derrière. En fait, c'était génial de mettre dans le derrière, parce que l'enfant, il n'aimait pas. Il n'aimait pas, et donc, on pouvait lui faire comprendre que c'était bon pour lui. Qu'en fait, pour être soigné, il fallait en passer par là. Parce que vous savez, tous ces petits bobos du quotidien, c'est pas très grave. Il pourra un jour avoir une souffrance beaucoup plus importante. S'il n'a pas appris à surmonter ces petits bobos, vous voyez la pommade Emla, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'un vaccin, ça fait pic et c'est fini.
Vraiment, ça dure pas longtemps. Mais ce pas longtemps, c'est tellement important à apprendre à le surmonter. Et je vous assure que quand il sera, peut-être, on ne se souhaite pas bien sûr, mais atteint d'une maladie plus grave, si les pommades là, on n'a pas le temps de les mettre. Hein. Donc, c'est vraiment important. C'est des occasions inouïes de leur apprendre à grandir. Un suppositoire. Vous savez qu'on vend quasiment plus de suppositoires. Pourquoi ? Pas du tout parce que c'est pas efficace. C'était hyper efficace, beaucoup plus que les sirops. Mais les enfants, ils aimaient pas. C'est dommage, hein ? Ouais, ça finissait par nous fondre un peu dans les mains. Parce qu'on va pas faire ça de force. Mais on pouvait lui dire, est-ce que je peux entrer ? Ça y est, je suis partie. Faire prendre conscience à l'enfant que c'était important pour être soigné. Pas de force, mais déterminé. Rien ne se fait tant que tu n'as pas pris ton médicament. On peut tout obtenir par la fermeté, la détermination calme et sereine, en étant sûr que c'est ça qu'il y a de bon. Et étonnamment, tant de choses vont passer par ces petits gestes du quotidien. Rien n'est anodin. Et c'est là où tout d'un coup, on s'aperçoit que le métier de maman est un véritable métier. Et qu'on va faire de la transcendance, et qu'on va faire de l'éternel. Parce que mon enfant, tout compte fait, c'est la seule chose qu'on amènera là-haut. Enfin, on espère, quoi, d'y arriver tous. Hein. Oui. Donc, éduquer, c'est véritablement faire de l'éternel. Ben ça, trouvez-moi un autre métier où on fasse de l'éternel. Et puis, peut-être que c'est l'occasion aussi d'apprendre à rester un tout petit peu tout seul. On peut aller acheter une baguette avec un enfant qui a 38 de fièvre. Sans l'emmener pour autant. Vous voyez, il va grandir. On n'est pas obligé de le mettre à chaque fois devant un DVD pour être sûr que son attention... Non, il a le droit de réfléchir. Il peut vivre 5 minutes tout seul, sans que ce soit d'un danger fou. Vous voyez, on se simplifierait tellement la tâche à faire grandir nos enfants. Je crois qu'il est vraiment important de réaliser que pour que notre enfant soit un jour véritablement capable de dominer les difficultés qui se présenteront inévitablement à lui, il lui faut apprendre à les dépasser aujourd'hui, celles qui sont à sa portée, sans chercher à les lui masquer. Oui, parfois son cartable est un peu lourd. Oui, mais c'est son cartable. Oui, parce que c'est lui qui est l'écolier, c'est pas vous. Oui. Alors, il aime le sport, il fait du tennis. Parfois, c'est atteignable à pied. On n'est pas obligé non plus de passer tous ses mercredis dans la bagnole à faire 10 000 conduites. Il est sportif, il y va à pied. Vous voyez, il y a tellement de choses où on pourrait être plus cohérent. L'enfant et la douche. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont quand même assez peur de l'eau, étonnamment. Beaucoup d'enfants rechignent, on la trouille de la douche, ils n'aiment pas qu'on leur lave les cheveux avec la douche, etc. Là aussi, ça peut être une occasion inouïe de les faire grandir. Jamais par force, mais de façon déterminée. De toute façon, on va lui laver les cheveux. Et donc, on peut lui apprendre, en lui montrant la douche, en prenant d'abord du temps. Vous allez voir que, vraiment, je suis frappée, que très souvent, c'est parce qu'on va prendre plus de temps qu'on va en gagner. Vous voyez ? Prendre plus de temps, c'est de se dire, c'est bon, c'est important qu'il dépasse cette peur, mais jamais en forçant, jamais par surprise. Donc on va d'abord mettre la douche sur la main, puis d'abord sur les jambes, etc. Puis on va monter petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il hurle, on s'arrête. Ouais, mais on ne sort pas pour autant du bain, puisqu'on a dit qu'on allait se laver les cheveux avec la douche. Oui. Et c'est incroyable ce qu'il aura grandi ce soir-là. Et on lui dira qu'il est heureux d'avoir dépassé une difficulté. Colère et caprice. Lorsque la liberté de l'enfant et l'autorité des parents rentrent en conflit, cela se manifeste souvent chez nos petits par une colère et des caprices. Oui, il y a des caprices, c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup. C'est très intéressant d'essayer d'observer les pleurs. Vous savez que les pleurs ont quand même des bruits différents. Bien sûr qu'on reconnaît toujours le pleur de son enfant, mais au travers de ce pleur, si vous êtes un petit peu
attentive, vous allez reconnaître qu'il y a un pleur qui est réellement celui où on s'est fait mal, et puis au fur et à mesure, il va évoluer vers le pleur du caprice. Il y a un pleur de la peur, puis gna gna gna, et puis ça va finir par dégénérer en pleur du caprice. Là, il faut savoir, à nous détecter le moment où, en fait, l'enfant est dans le caprice. Donc, face à la colère, c'est vraiment le moment d'exercer une autorité douce et calme. Vous allez me dire, non mais vous avez déjà eu des enfants, vous ? C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Non, je vous promets que j'en ai eu. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais je suis sûre que c'est possible. Une autorité douce et calme, et en même temps ferme. Faite de maîtrise de soi, de bon sens, parfois d'humour. Toujours dans un premier temps, essayez de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Quelles sont les causes de la colère ? Et parfois, il suffit de bien réexpliquer à l'enfant le pourquoi de nos exigences pour que la colère cesse. Pas toujours, mais parfois. Si ce n'est pas le cas, il faut aussi parfois comprendre que la colère peut devenir caprice. Et qu'à travers cette colère, il cherche à nous faire réagir. Et souvent, ça marche super bien. Et donc, à attirer notre attention. Il est donc essentiel que l'enfant saisisse qu'il obtient l'inverse. C'est-à-dire que maman, que papa ne s'intéressent plus du tout à lui. Quand il a cette attitude. En fait, la colère n'a pas de prise sur nous. Et vous voyez, je crois véritablement que quelque chose qui est quand même assez efficace, c'est de mettre l'enfant à l'écart. Et un enfant, il aime être au contact de la famille, il aime être là où les choses se passent. Et mettre à l'écart, on peut le faire avec fermeté et douceur. Et c'est très souvent efficace. Mais avec cohérence aussi. La colère passe après. C'est important de revenir, et surtout avec nos adolescents, il faudra revenir sur ce qui s'est passé. Beaucoup de parents ont tendance à se dire que le temps fera son travail d'effacement, j'allais dire. Non, je crois que c'est important d'avoir le courage de revenir sur ce qui s'est passé, pour être sûr que l'enfant a bien compris, que le jeune a bien compris le pourquoi de nos exigences et pourquoi on avait réagi comme ça. Souvent, on en a peur, parce qu'on finit par avoir peur de nos ados. Et on a peur que de nouveau ça redémarre. Et donc, on voudrait laisser au temps le temps de faire son travail. Mais en fait, le temps ne travaille jamais dans le bon sens. Et les punitions, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Eh bien justement, je crois que pas trop de punitions, mais par contre, penser la punition. Et donc vous voyez que penser la punition nécessite de prendre du recul. Plus la faute est grave, plus elle nécessite, la faute, le truc, plus ça nécessite de la part du parent une maîtrise de lui, de sa première réaction, qui bien souvent est une réaction d'émotivité et d'inquiétude. Si vous observez un petit peu, vous allez, je suis sûre, faire le même constat que moi, que bien souvent, la parole négative, le fait qu'on s'énerve, vient en fait d'une inquiétude que l'on a. Par rapport au 0 en maths, je vous assure que c'est très souvent ça. Donc, ce que je vous le disais tout à l'heure, je crois vraiment que devenir parent, éduquer, c'est d'abord s'éduquer soi-même. Penser la punition. Ne jamais, menacer en sachant qu'on n'exécutera pas. Ouais. De toute façon, si c'est comme ça, tu n'iras pas au parc Astérix. C'est dans 15 jours, vous êtes sûr que toute la famille y va. Or, il a fait exactement ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. En fait, on n'a pas été cohérent. Et là, on se dit non, quand même, c'est pas sympa, on y va une fois dans l'année, même pas, on n'y a jamais été. Et on lui avait dit, je t'emmène pas au parc Astérix sous un coup d'énervement. Et en fait, on va le faire. On perd une crédibilité énorme. J'allais dire, il y a quelques pas qu'on a fait, hop, on redémarre. C'est comme si on faisait 10 pas en arrière dans la crédibilité. L'enfant, il perçoit très bien tout ça. Oui. On ne dit pas à un enfant, dans la voiture, tu t'arrêtes, tu te calmes, sinon je te laisse sur la route. On ne le fera jamais.
Ouais. Donc, on ne menace que ce que vraiment on va faire. Et on ne menace pas trop. On exécute. Ouais. C'est vraiment important. Mais interrogez un petit peu vos enfants par rapport à leurs professeurs. Les professeurs qui n'arrêtent pas de menacer, c'est pas les professeurs appréciés. Ouais. Et nous, on est un peu comme ça. On menace, puis on passe jamais à l'acte. Ne menaçons pas trop, et quand on menace, passons à l'acte. Et peut-être que cette punition du parc Astérix ou du, je sais pas, c'était peut-être la bonne en fait. Parce que c'est celle qui ne fait pas mal, physiquement. C'est celle qui passe le coup d'énervement. Mais c'est celle qui est vraiment pensée et qui va marquer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça, vous voyez. C'est-à-dire, et là vous voyez, c'est un petit peu le maître à part, le maître à côté. Voilà. Un enfant qui est odieux à table, voilà, on le sort de table. Pas, indéfiniment, on ne le menace pas. Tu n'auras pas de dessert, enlève tes coups de... On finit par avoir des repas qui ne sont plus des repas. Mettre un petit peu à côté, à l'écart. Et là, il lui dit, écoute, on avait décidé de faire ça. Voilà. Pour telle et telle raison, importante, on est bien d'accord. Je ne crois pas que tu le mérites vraiment. Alors on a décidé, tu vas passer l'après-midi chez tes grands-parents. Mais je vous assure, il n'y en a pas besoin de 10 des punitions. Celle-là, elle marque. Et on pourra en reparler avec l'enfant. Vérifiez que l'enfant a bien compris. Ne revenez pas trop vite, mais revenez. Alors les récompenses. C'est intéressant d'y réfléchir aux récompenses. On n'achète pas l'affection de ses enfants. Les carottes... En fait, est-ce que la meilleure des récompenses n'est pas plutôt de prendre conscience de la joie que l'on a à faire le bien? Je vous assure, c'est hyper économique cette affaire. C'est hyper économique. Ouais. Et je crois que ça nous demande en fait d'être dans une dimension et un dynamisme positif. Ouais. Apprenons vraiment à verbaliser le positif. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Le moindre progrès. Voilà, on se dit, en ce moment, mon enfant, c'est ça qui est difficile. Eh bien, le moindre petit progrès, ne nous disons pas, c'est normal. Oui, normalement, c'est normal. Sauf que, puisqu'il était en difficulté, apprenons à voir le moindre progrès et à lui dire. Et je vous assure qu'on n'a plus besoin de carottes. Alors, quelques conditions de l'éducation. Donc, vous l'avez compris, l'une des premières conditions pour pouvoir éduquer vraiment est de ne pas agir sous l'effet de la colère, de la peur, même de la déception. Donc, la première condition, c'est donc la maîtrise de soi, qui ne nous est en fait pas du tout naturelle. La seconde condition, non moins importante, pour éduquer et être éduqué, c'est le sommeil. En effet, pour être maître de soi et faire preuve de patience, de fermeté, pour être capable d'être cohérent, il est indispensable que chacun des parents ait son compte de sommeil. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de choses là derrière. Non, c'est normal d'avoir des nuits complètes. C'est anormal de ne pas avoir des nuits complètes. Et en fait, c'est bien aussi pour notre enfant de bien dormir. Parce que lui aussi, notre enfant, pour obéir, il aura besoin d'être en pleine forme. Si vous observez un petit peu, vous allez voir que, évidemment, dans le cadre des sessions, la messe pour un enfant, c'est épuisant. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande un effort d'attention, de maîtrise énorme de lui, pour tenir en place. Si, je vous conseille beaucoup la poussette, parce que c'est un endroit qu'il connaît mieux que la chaise à côté. Et donc, il va mieux maîtriser tout. Ça serait très intéressant d'en discuter. Mais en fait, un enfant est épuisé après la messe. Donc, vous voyez, la maîtrise de soi demande beaucoup d'énergie qu'on pompe à l'intérieur de soi. Et donc, obéir demande à un enfant beaucoup d'énergie. Et il lui faut être en forme pour ça. Il lui faut du sommeil. Vous voyez, c'est une thématique qu'on pourrait aussi analyser par rapport aux adolescents.
Pourquoi nos adolescents sont si désagréables? Mais peut-être parce que simplement ils manquent vachement de sommeil. Donc que vos enfants fassent des nuits complètes, que nos bébés fassent des nuits complètes, c'est pas uniquement bon pour la maman, c'est bon pour l'enfant aussi. Un bébé, il a beaucoup, beaucoup besoin de sommeil. Il a besoin de pouvoir écraser. Est-ce que c'est vraiment possible quand il est indéfiniment ballotté, déplacé? En fait, il prend l'habitude d'un sommeil entrecoupé, interrompu, et qui du coup ne peut plus être réparateur. Et c'est comme ça qu'on a des enfants qui finissent par se réveiller, en fait très rapidement. Beaucoup de parents me disent, moi à 18 mois, il ne fait plus la sieste. C'est pas du tout normal, je vous promets. Tous les enfants ont besoin de faire la sieste, longtemps. Mais peut-être que, sans s'en rendre compte, on leur a fait perdre leur capacité à dormir profondément. C'est chouette, les maxi-cosy, ça nous a beaucoup rendu de service. Mais je ne sais pas si on serait bien, nous, à dormir assis. Mais à l'enfant, c'est un peu pareil. C'est pas sûr qu'ils dorment de façon très profonde. Si, peut-être, le premier mois. Mais après, pas tant que ça. Hein. Et donc, c'est des enfants qui prennent l'habitude d'avoir des sommeils entrecoupés. Donc, la nuit, ça continue. Et donc, comment s'étonner de leurs difficultés à nos enfants petits, puisque 2 ans, ils font même plus de sieste, ou très peu, ou très courtes, à obéir. Et c'est pour ça qu'on a aussi des colères à répétition. On a des enfants épuisés. Alors, soyons bien clairs, aucun enfant ne vous demandera d'aller se coucher. Mais c'est pas parce qu'il vous demande pas qu'il n'en a pas besoin. Ouais. Et c'est dingue parce que les parents, nous, on en rêve d'aller faire une sieste. Et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et vous voyez, on n'arrive plus, nous, à faire des siestes alors qu'on n'a que des enfants petits, mais on pourrait la faire en même temps qu'eux. Oh, c'est gentil, merci. Je vais ouvrir tout de suite. Je crois que vraiment, il y a une discussion là, il y a vraiment une réflexion à se faire sur le sommeil. Et donc un enfant qui ne peut pas aller se coucher, on ne va pas le coucher non plus avec force, mais détermination. Et vous savez, dans la façon dont on le prend dans les bras pour aller coucher, il doit sentir que là, il n'y a pas le choix, quoi. Et puis ça va être longtemps en plus. Donc peut-être que les premières fois, puisqu'il a un peu perdu le sommeil, là il se réveille comme un... Vous savez, ces coucous qui sortent de l'horloge, ou espèce de pantin là qui ressort au bout de 3/4 d'heure, on dit c'est pas vrai, il est déjà réveillé. Ben on n'y va pas. Et puis si on finit par y aller en disant t'as pas assez dormi. Et ça va être peut-être 2, 3, 4 fois comme ça. Mais pas indéfiniment. À un moment donné, il va lâcher et vous allez avoir des siestes qui vont durer 2 heures, 2 heures et demie. Ah, là, vous retrouvez un enfant qui est en forme, régénéré, et vous allez lui dire t'as bien dormi. Et ça te fait du bien. Et on aime ce lit. Vous voyez ? Je vous assure que c'est bien pour lui, mais c'est bien pour vous aussi. Alors, il y a une réflexion aussi, pour aller un petit peu plus loin avec nos adolescents, entre autonomie et indépendance. Et je crois que c'est important, voilà, de réfléchir à cette différence essentielle qui peut nous guider, là encore, dans des choix éducatifs. L'indépendance, on l'a vu un tout petit peu hier, c'est le contraire de l'amour. Ou du moins, pour être en positif, l'amour entraîne la dépendance. Et c'est un bien. Voilà. On devient dépendant de l'amour de notre épouse, de notre époux. On est mal quand il y a plus cet amour. Donc on devient dépendant. Et on le savait, on est totalement dépendant de l'amour de Dieu pour nous. Donc cette dépendance est inhérente à l'amour. Et il ne faut pas que je la craigne. Et donc, pourquoi vouloir que nos enfants deviennent indépendants? Mais surtout pas. Mais surtout pas. Il faut qu'ils se sentent dépendants de l'amour de leurs parents. Vous voyez ? Et ça ne veut pas du tout dire qu'il ne va pas devenir autonome. Mais aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se passe. L'enfant devient indépendant, il a tous ses copains sur son portable, mais alors pas du tout autonome. Allô maman, mon train est en retard, tu viens me chercher?
Et bien sûr, maman, elle y va. Ouais. Donc, on n'a absolument pas appris l'autonomie. Et on pense que nos enfants... Et en fait, ils vont devenir de fait indépendants, c'est-à-dire, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent de leurs frères et sœurs. Ils se disent, non, vous exagérez. On a observé un petit peu, nos adolescents, enfin, adolescents, ça, je vous ai dit, ça commence en 6e maintenant. Une mauvaise note de leur ami. Là, ils sont désolés. Oh, un tel, une telle a une super mauvaise note en maths. Ils sont désolés, ils vont la rappeler, tout ça. On a des gestes, on console. Leur petit frère, leur petite sœur a une mauvaise note. Ils n'en ont rien à foutre. Il y a un problème quand même, non? Dans l'amour, quand même familial. On a une beaucoup trop grande tendance aujourd'hui à éduquer de façon individuelle. Non, notre enfant, il est unique, mais pas individuel. Il fait partie du même bateau qu'est notre famille. C'est vraiment intéressant de réfléchir à toutes ces problématiques. Apprenons à nos enfants à s'entraider. Et vous allez voir que beaucoup de jalousies vont pouvoir tomber comme ça. Si on cherche à élever de façon individuelle, on va créer la jalousie. Et que de jalousie au sein même de nos familles. Et vous verrez que ce n'est pas du tout une question de nombre. Ce n'est pas parce qu'il n'y a que 2 enfants qui vont être jaloux, et ce n'est pas parce qu'il y en a 8 qui s'entendent bien. Et là, je crois encore que les parents sont au cœur de cet amour qui devrait circuler entre nous. Et donc, vous voyez, dans ce projet, dans ce désir d'éduquer l'autonomie, on va par petites touches commencer et se dire que l'enfant peut tout à fait rester seul. Il ne manque pas d'amour. Maman te continue de t'aimer. C'est pas parce que je vais acheter une baguette et que je suis absente pendant 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on va construire comme confiance? Aujourd'hui, on a une babysitter qui s'appelle Internet. Non, pas Internet quand même, les DVD, etc. Oui, mais on construit rien là. On a accaparé l'enfant par quelque chose pour être sûr que on l'a pas fait grandir dans son autonomie, dans sa capacité autonome, pas fait grandir dans la confiance. Oui. Travail scolaire, hyper intéressant. Tout ce qu'on peut faire pour construire l'autonomie, pas l'indépendance. Comment accompagner un enfant sereinement, scolairement. Pas facile du tout. L'encourager dans ses initiatives, sans le freiner, par des barrières sécuritaires. On n'en peut plus de cette sécurité. Oui. Oui, il y a quelques risques à prendre, mais en fait, réfléchissons. On a pris le risque de donner la vie. C'est un risque monstrueux, en fait. Oui. Et on ne peut pas gérer que par la sécurité. C'est infernal. Oui. Et je crois vraiment que la confiance en soi, dont nos jeunes manquent énormément aujourd'hui, c'est nous aussi qui l'inculquons, par un goutte à goutte au quotidien. Ça ne tombe pas tout cuit du bec. Un enfant ne naît pas NAIT, avec confiance en lui ou pas. Non. Mais dans ses projets un peu fous, dans sa capacité à monter, on va lui inculquer la confiance. Et cette confiance en lui-même, qui va d'abord avec la confiance à l'égard des parents. Donc vous voyez que, véritablement, éduquer notre enfant, c'est le faire grandir. Et grandir, c'est bonheur. Voilà. N'ayons pas peur d'associer le mot éducation à bonheur. Il faut que l'enfant sente que ce que vous exigez de lui, c'est pour son bonheur. Voilà, j'ai dressé quelques petites pistes de réflexion, parce que on l'a bien dit, quel vaste travail, ça prend du temps. Vous imaginez que c'est difficile de parler d'éducation sur 1 heure, et au risque d'être terriblement tranchant, ce que je ne voudrais pas être. Mais de fait, je crois que l'important, c'est de soulever peut-être des choses qui nous semblent être des acquis, des choses évidentes. Et puis pour finir, en y réfléchissant, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si évident. Qu'on peut revenir dessus, qu'on peut y réfléchir. Voilà, alors, comme hier, un temps de débat où j'attends les flèches.
Oui, d'accord. Et ça va être aussi, voilà, ça va être aussi dans ce sens de la cohérence. Hein. Éduquer nos enfants à la liberté, c'est ça. Vous voyez, c'est pas de leur dire tu peux pas, ou du moins de leur dire tu peux pas en expliquant ce que le mot pouvoir regroupe, hein, signifie dans la langue française. Capacité physique et capacité morale. Tu peux pas, en fait tu peux, capacité physique, mais tu peux pas parce que tout porte à conséquence. Voilà. Donc lui dire tu peux pas grimper à l'arbre, après tout, s'il peut, mesure bien tes forces, et voyez, t'es en haut, t'arrives à descendre, eh ben tu te débrouilles. Et c'est là où on va lui faire prendre conscience de ses limites, et aussi, voilà, qu'on a confiance dans sa capacité à redescendre puisqu'il est monté. Ça peut être un peu long. Alors vous allez me dire, ouais, mais si le jour où il se casse la figure, on est vraiment mal. Ouais, alors pourquoi on a donné la vie, quoi? Parce qu'il y a tellement de risques dans cette vie. Vous savez, on laisser, voilà, prendre la voiture avec un enfant dans un maxi-cosy, c'est hyper dangereux, quoi. En fait, c'est hyper dangereux. Mais ça, personne ne le dit. Donc, tout ce qu'on fait est dangereux. Le laisser dormir tranquillement 5 minutes le temps de descendre en bas chercher son courrier, c'est pas si dangereux. C'est pas vrai. Moi, je crois que c'est moins dangereux que de le réveiller tout le temps. Donc voilà. Et l'éducation à la liberté, c'est de lui faire peser les conséquences de ses choix. Et c'est très intéressant par rapport à l'habillement, par exemple, où l'enfant qui est toujours en retard pour aller à l'école, on lui dit « dépêche-toi de t'habiller parce que sinon... » Et on finit par l'habiller. Ben non. Un jour, on va l'emmener en pyjama à l'école, c'est pas grave. On a beaucoup de mal à le faire. Hein. Et c'est ça, être cohérent. La cohérence, elle va jusque-là. Et ça, c'est l'éducation à la liberté. Et vous voyez qu'en fait, dans tout ça, c'est incroyable la dose de courage qu'il faut. L'amour, on l'a au départ. On l'a toujours. Ce qu'il faut, c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire, même quand ça nous a fait mal, même quand... Continuer d'aimer. Et continuer d'aimer, c'est penser à l'avenir, penser à son bonheur, et donc le construire. Sans jamais rien lâcher. Alors là, je pense qu'il faut... Voilà, c'est important de ne pas laisser dire. En même temps, quelquefois, il faut même ignorer. Hein. De temps en temps, il faut ignorer. Mais de temps en temps, on peut dire, et on va lui dire, mais non, c'est pas une méchante maman, c'est pour ton bien. Et il faut arriver à lui faire comprendre. Il va pas forcément le comprendre. Mais le fait que vous lui donnez une raison valable, juste d'abord, vous êtes à ce moment-là obligé de faire un travail sur soi. Est-ce que vraiment ça valait la peine, hein? Et de lui dire, il va peut-être pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Vous lui avez donné une vraie raison. Et vous continuez dans la fermeté. Et vous allez voir que quand il vous dit méchante maman comme ça va. Mais quand il vous dit méchante maman devant tous les autres copains de la classe, ça c'est moins drôle. Ouais. Et là, il faut assumer jusqu'au bout. Et puis on reviendra. Et c'est là où je dis c'est bon de revenir le soir, tranquillement, plus personne n'est énervé, en disant alors, tout à l'heure, Augustin, tu m'as dit méchante maman. C'est intéressant qu'on en parle. C'est quoi une gentille maman et une méchante maman? Est-ce que donner tous les jours, le matin, au petit déjeuner, au dîner, au déjeuner, du Nutella, est-ce que c'est ça être une gentille maman? Ouais. Voilà, et leur faire réfléchir. Vous savez, c'est incroyable ce que nos enfants sont capables de réfléchir. Mais très souvent, on ne pense pas qu'ils peuvent être qu'ils sont déjà si développés. On les réduit énormément. Pas dans l'habillement, pas dans les choix. C'est-à-dire qu'on leur fait poser des actes d'adultes en disant qu'est-ce que tu veux manger, comment tu veux t'habiller, etc. Et en même temps, on ne développe absolument pas chez eux cette capacité qu'ils ont en eux, parce qu'ils sont comme tout être humain, à une véritable réflexion sur la vie. Et c'est incroyable ce qu'ils sont capables de raisonner en fait. Et on oublie souvent pourquoi on ne prend pas ce temps, parce qu'on est dans l'urgent. Oui. Mais si on a à cœur vraiment cette vision plus lointaine, eh bien, ça nous fera penser à revenir sur un événement qui a été désagréable. Oui. Avec ce but de se dire, voilà, poser des mots, donner des explications profondes sur la liberté, etc., c'est gagner un temps fou. Et ces discussions, vous les oublierez pas. Hein. Moi, j'ai vraiment des souvenirs très très précis de moments où on se dit, waouh, là on a vachement avancé en ayant posé des mots. Eux, ils s'en souviennent pas du tout, par contre. Mais c'est ça qui va les construire.
Vous savez, au même titre que la croissance physique, on ne s'en rend pas compte. La croissance morale, la croissance dans la liberté, l'enfant ne s'en rend pas compte. Hein? Et donc, faites, agissez, dites, parlez, expliquez, il grandit. Par contre, verbalisez-lui. Tu as grandi en ayant dépassé cette difficulté, en ayant accepté d'eux. Et en fait, au fond de toi, je suis sûre que tu es heureux. Il s'en était pas rendu compte qu'il était plus heureux. Mais après, le fait de lui dire, il va en prendre conscience. Oui, c'est pareil. Hein. Après un camp de louveteau, après un camp de... Voilà, n'importe quel camp. Plus ou moins bien. La cheftaine, elle était plus ou moins bien. On fait écrire à son enfant « Merci ». Ça change tout pour lui. Pourquoi ça va tout changer? Parce qu'en fait, en écrivant « Merci », il va prendre conscience que cette fille, que ce garçon, elle a pris du temps pour lui. Et donc, il est aimé. C'est tellement important. Ah ouais, c'est assez exigeant pour nous, hein, parce que je vous assure, il n'y en a pas un qui va dire « Ah ouais, je vais l'écrire ma lettre ». En plus, vous allez dire, tu sais, ça serait bien que ce soit une jolie lettre, donc tu vas faire un brouillon. On va corriger le brouillon. Oui, non, mais c'est tout ça, quoi. Hein. Mais c'est tellement génial quand c'est écrit. Et ça fait tellement bien. La cheftaine, tu ne recevras pas deux. Elle ne recevra que celle de votre enfant. Et voyez, plus on va lui faire dire merci, plus on va lui faire prendre conscience qu'on s'est occupé. Oui, même si le camp, il n'a pas été assez top. N'empêche que cette fille, elle a pris du temps pour lui. Et ça, c'est super exigeant pour nous, hein, c'est vrai. Mais on gagne du temps pour l'après.